Maintenant, nous en arrivons au contrôle fiscal. Alors, sur le contrôle fiscal, quelques mots. Il y a une disposition qui dit qu'on va appliquer les conséquences de la constatation d'une fraude carrousel au carrousel de prestation de services, alors que pour le moment, c'était au carrousel de biens. Les conséquences, c'est quoi? C'est que le client du carrouséliste ne peut pas récupérer la TVA, c'est-à-dire qu'on lui reprend non-déduction de la TVA. Le deuxième conséquence, c'est la solidarité sur la TVA omise. Et la troisième, c'est la procédure de flagrance. La procédure de flagrance, faites attention à ce que c'est. C'est je constate, en faisant un contrôle, soit fiscal, soit douanier, soit de police douanière, que vous avez acquis en carrousel pour 1 million d'euros de biens, de voitures ou de biens, qui a donc une omission de 200 000 euros de TVA, eh bien, on vous prend tout de suite sur votre compte bancaire les 200 000 euros de TVA. C'est ça la flagrance. C'est un prélèvement automatique sur les disponibilités de l'entreprise du montant de l'impôt que celle-ci est censée avoir fraudé. Les prix s'en vont. Sauvegarde des 200 000. C'est ça la procédure de flagrance, on n'y pense pas souvent, il faut l'avoir à l'esprit. Alors, je voudrais dire un mot, si vous permettez, sans vous arrêter trop long, de ce que c'est que ce fameux carrousel, parce que vous êtes des experts comptables et vous ne pouvez pas voir dans la comptabilité si votre client est dans un circuit carrousel ou pas. Parce que tout ce qui est comptabilisé, constaté, payé, correspond à ce qui est dans la comptabilité. Vous avez reçu des factures. Sur ces factures, il y avait un nom de fournisseur avec un numéro d'identification en TVA. Il y avait de la TVA décomptée au beau taux. Et vous avez le paiement de la facture par votre client sur le montant toute taxe. Tout est bien. Simplement, à un moment, on vous dit, vous avez utilisé dans le circuit d'achat, peut-être pas le précédent fournisseur, peut-être un fournisseur encore en amont, un fournisseur qui était défaillant. Défaillant, ça veut dire qu'il ne déclare pas la TVA qu'il facture à ses clients. Normalement, quand il y a une entreprise défaillante, on va chercher la TVA chez le défaillant. Vous avez facturé de la TVA, vous devez me la payer. Sauf que comme l'entreprise défaillante a disparu, on va chercher chez le client la TVA que le fournisseur n'a pas acquittée. C'est ça le dispositif. Simplement, si on comprend bien le fonctionnement, on peut se demander qui se met la TVA dans la poche. On pourrait le penser. Les vrais carrousels, ceux qui sont des carrousels économiques, c'est un système très simple qui consiste à transformer un prix hors taxe en prix TTC. C'est tout. Et donc, derrière le prix, il y a bien le produit, il y a bien l'ordinateur, il y a bien l'appareil photo, il y a bien le produit. Simplement, comme j'ai acheté un produit sur une valeur toute taxe qui correspondait hors taxe, je récupère la TVA 15-20%, il faut bien donner une petite commission au facturier qui me permet ça. Donc j'achète moins cher et je vends après avec une marge. Simplement, le prix de cession, il est plus faible que si je n'avais pas utilisé un carrousel. Je n'ai pas une marge de 25% sur mes produits. Si c'était le cas, je dirais très bien. J'ai une marge de 10, 12%, 15%. L'expert comptable ne voit pas. Il voit que ce sont des produits qui sont vendus avec des marges normales, après avec un prix d'achat qui apparaît normal. C'est ça le fonctionnement. Et en définitive, pour cette catégorie d'activité, le vrai bénéficiaire, si je puis me permettre, il ne faut pas le répéter, de la fraude, bien que ce soit enregistré, c'est le consommateur final qui achète le bien moins cher que s'il y avait eu un système qui avait été
effectif. Et donc, il ne faut pas penser, il y en a certainement qui le font, il ne faut pas penser que ces milliards dont on pense, qui disent c'est de la fraude, ils sont allés dans la poche de quelques-uns. Ces milliards de fraude, pour une large part, proviennent du fait que nous, consommateurs de biens, achetons des biens moins chers que s'il n'y avait pas eu de fraude carrousel dans le secteur. Et tout à l'heure, j'ai entendu Lionel. Il est peut-être parti déjà, mais je vais saluer son approche, parce que de dire que si on voulait supprimer le carrousel sur les biens, au moins sur les biens, ce serait très simple. Il suffit de faire l'autoliquidation. Et mieux, c'est possible, puisqu'on a voté il y a 2 ans dans la loi de finances la possibilité pour les États de mettre en place un système d'autoliquidation dans les secteurs qu'ils considéraient comme étant susceptibles de faire l'objet de fraude. On peut le faire. D'ailleurs, le ministre Macron, dans la réunion auquel Lionel tout à l'heure faisait allusion, l'a dit, on peut cibler quelques secteurs pour mettre de l'autoliquidation, mais on n'a pas le droit de le mettre, dommage pour Lionel, on n'a pas le droit de le faire de manière générale parce que c'est un impôt européen et qu'il faut retenir des règles européennes. Mais on pourrait cibler, par exemple, à supposer qu'on dise que dans l'informatique c'est catastrophique, eh bien on met de l'autoliquidation dans l'informatique et on n'a plus de sujet. Et c'est terminé. Donc on voit que c'est... Alors derrière les carrousels biens, il y a un bien. Là, ce qui me gêne davantage, parce que ça change un peu de nature, le carrousel prestation de service, derrière la prestation de service, il n'y a pas de prestation de service. Donc il y a un écoulement de flux financiers. Hein, il n'y a plus d'appareil photo et il n'y a plus de logiciel. Il y a de la fausse facture pure et simple, comme on connaissait dans le passé. Donc voilà, ça c'est une question évidemment essentielle. Le directeur du contrôle fiscal qui est venu au club fiscal en novembre, devant l'Assemblée des participants, a attiré l'attention de vos confrères sur le fait qu'ils doivent aussi attirer l'attention de leurs clients, parce qu'il y a des clients qui ne savent pas, puisque tout est bien. Vous-même, vous ne savez pas. Est-ce que le client sait? On ne sait pas, si je puis dire. Simplement, la jurisprudence nous dit le récupérateur ne pouvait pas ignorer qu'il était dans un circuit de carrousel. Et donc, comment vous pouvez expliquer que vous ne pouviez pas ignorer? Vous ignorez, mais est-ce que vous pouviez ne pas ignorer? Alors que l'administration arrive chez vous en disant, voilà toutes les factures de Jean-Pierre Cossin, il a fait que de la fausse facture, entre guillemets. Non, il a fait de la facture, transformant des prix hors taxe en TTC. Et derrière sa facture, il a envoyé ses appareils photo. Et donc, mais comme c'est Jean-Pierre Cossin, eh bien, il est défaillant, et donc je vous interdis, je vous reprends la TVA que j'ai récupérée sur Jean-Pierre Cossin. Je dis, mais moi je ne savais pas que Jean-Pierre Cossin était défaillant. Je croyais même qu'il ne l'était pas. Comment expliquer? C'est très, très compliqué, parce que l'administration fiscale dit, ben oui, mais moi je sais. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est quelques critères que vous pourriez avoir à l'esprit. Premièrement, elle dit, ah, l'achat est faible. Ça, c'est vrai. Bon sujet. Le prix d'achat du produit, mais c'est des produits compliqués. Deuxièmement, elle dit, ah, l'entreprise est éphémère. Ça aussi, c'est un sujet, parce que si j'ai trouvé... Il y a quand même un peu de cohérence. Hein. Je donne ça pour vous, parce que vous êtes commissaire aux comptes, quelque part, parce que vous êtes... On l'a dit tout à l'heure avec Manu. Donc, quand on dit que vous avez une opération avec un fournisseur qui vous vend pas cher et qu'on fait que 6 mois, pourquoi on ne garde pas un fournisseur qui ne vend pas cher tout le temps? Ouais, il y a une question de bon sens. Puis ensuite, il y a un critère, semble-t-il, hein, pour le vrai carrouséliste, c'est qu'on le paye tout de suite. Autrement dit, on paye les vrais fournisseurs sur 30 jours, et le carrouséliste, c'est 8 jours ou 3 jours. Donc, il y a des réflexes que l'on peut avoir, des interrogations que l'on peut avoir, et qui sont susceptibles d'être... Enfin, voilà ce que l'on peut dire sur la fraude de carrousel. Alors, le deuxième aspect, c'est celui que vous aurez, à compter de 2018, c'est l'affaire... Ah, ici, on n'a pas changé le chiffre qui était changé hier, c'est pas grave. C'est 7500 d'amende et non pas 5000. Bon, c'est pas grave, on l'a oublié de le changer. Simplement, c'est l'utilisation des logiciels ou systèmes de caisse sécurisés ou certifiés à compter de 2018, où l'administration pourra aller dans les entreprises redevables de la TVA, c'est toujours la TVA qui est en cause,
et qui verra si vous êtes en présence d'une caisse qui n'est pas susceptible de faire l'objet de modifications. Alors la question, c'est pas de dire il n'y a pas de caisse dans l'entreprise, c'est de savoir si derrière la caisse, les recettes qu'on a constatées, on peut les modifier ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sécurisée ou pas. Alors on avait déjà les recettes sécurisées par les vendeurs. Maintenant, les redevables de la TVA doivent utiliser, quand ils les utilisent, des processus sécurisés de caisse. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, je vais noter que c'était 7500 et non pas... l'administration pourra faire des contrôles inopinés de l'existence d'une caisse sécurisée et du mécanisme comptable sécurisé. Si il n'y a pas de mécanisme sécurisé, il y aura une pénalité de 7 500 € si ce n'est pas régularisé dans les 30 jours. Sinon, il n'y aura pas de sanction. Et si ce n'est pas régularisé dans les 60 jours, ça sera 2 fois 7 500. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, évidemment, certains me disent, oui, mais si on n'a pas de caisse, si on n'a pas de caisse, on n'a pas de caisse. Elle n'est pas évidemment sécurisée. Le problème, ce n'est pas que de constater si à chaque opération, on a une validation de l'opération par un ticket de caisse. C'est évidemment essentiel. Mais si je n'appuie pas sur la caisse, il ne se passera rien. C'est est-ce que derrière toutes les recettes prises en compte dans la caisse, est-ce qu'on pourra ou pas en modifier le soir le montant? C'est ça la question de la certification et de la sécurisation. Ce n'est pas parce que vous allez chez votre boulanger et que le boulanger, à chaque baguette qu'il vous vend, appuie sur la touche baguette, que vous êtes sûr que la recette qu'il déclare est la bonne. Si le soir, il peut supprimer 30% de ce qu'il a mis dans la journée, eh bien, il peut mettre ce qu'il veut dans la journée. C'est ça qui est en cause. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'on en a l'air. Ce n'est pas simplement la caisse. C'est tout le circuit comptable derrière la caisse pour arriver dans les grandes entreprises aux résultats pris en compte dans la comptabilité. Bien, alors les procédures de contrôle, vous avez la dématérialisation de la charte du contribuable vérifié. Bon, là, c'est très simple, hein, simplement depuis le 1er janvier 2016, au lieu de recevoir un papier charte du contribuable vérifié, on vous dira allez sur le site internet et vous retrouverez la charte du contribuable vérifié. Cela dit, c'est extrêmement important parce que ce qui figure dans la charte du contribuable vérifié, ce sont les garanties du contribuable. Et si ce sont les garanties du contribuable, eh bien, il faut qu'il ait été informé de pouvoir les consulter. C'est aussi important sur Internet que ça l'était sur la charte papier. Et si vous êtes collectionneur de chartes du contribuable vérifié, n'hésitez pas, vous pourrez en demander un exemplaire papier à l'administration. Elle devra vous donner le bon millésime, évidemment, puisque c'est sur celui-ci que figurent toutes les indications sur vos droits et vos garanties. Je vais plus vite. Si, sur le site Internet, c'est intéressant, un mot encore, sans être trop long, parce que j'abuse un peu de votre temps. Simplement, une disposition oblige les sites Internet sur lesquels les particuliers peuvent faire des opérations commerciales d'indiquer à leurs clients quelles sont leurs obligations fiscales et sociales, de manière à ce que, dès lors qu'on fait des actes de commerce, eh bien, on remplisse nos obligations fiscales et sociales. Cela m'amène à évoquer la question de l'activité occulte. C'est une notion dans la fiscalité, l'activité occulte. Quelles sont les conditions pour qu'on exerce une activité occulte? 2 conditions cumulatives. Première condition, je ne me suis pas déclaré au CFE. Et deuxième condition, je n'ai pas déclaré mon revenu. Quand vous faites du commerce sur Internet, est-ce que vous pensez que vous avez commencé par dire « je vais m'inscrire au CFE » ? Réponse non. Est-ce que vous avez pensé que vous avez fait du commerce et vous avez fait un BIC, que vous avez déterminé dans je ne sais quel régime? Peut-être que non. Et donc vous êtes dans l'activité occulte. Alors vous dites quelles sont les conséquences de la qualification d'activité occulte? Elles sont lourdes. Première conséquence, vous êtes privé de la procédure de redressement contradictoire parce que vous êtes taxé d'office.
tout de suite. Et la taxation d'office vous prive de tous les régimes fiscaux favorables des petits contribuables. En français, ça veut dire que, étant en activité occulte, je n'ai ni le micro, ni l'auto-entrepreneur. Je suis obligatoirement au réel. Et comme je suis en taxation d'office, il n'y a aucun débat contradictoire avec l'administration. Elle n'est même pas obligée de vous écouter. Elle vous dira, vous avez du contentieux, apportez vos justifications dans votre réclamation, moi, je ne veux pas vous entendre. C'est quand même une deuxième conséquence, qui est moins importante dans la pratique, même si elle l'est en théorie, c'est que le délai de prescription est de 10 ans et non pas de 3. Ah oui. Et troisième conséquence, il y a une pénalité. De combien? 80%. Donc quand vous regardez ce dispositif, eh bien vous vous dites que l'activité occulte, c'est quelque chose de lourdement sanctionné. Peut-être pas que le texte était à l'origine fait pour ces petits contribuables qui font des abus de commerce sur Internet, qui font quelquefois des brocantes, des vides-greniers, et vous avez une réponse ministérielle de l'automne 2015 qui dit que, ben oui, le vide-grenier, si on en fait des brocantes, si on en fait un peu souvent, eh bien, ce sera une activité commerciale. Donc vous avez toutes ces petites activités. Et je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous ayez des activités dans une entreprise avec des redevances. Eh bien, est-ce que percevoir une redevance d'un brevet est une activité occulte? Est-ce que c'est une activité? Donc vous voyez, ce que dit l'administration, elle dit, ben, ce qui est une activité, c'est ce qui relève des BIC, des BNC ou des BA. Quand vous regardez ce qui relève des BNC, il y a quand même des cas où ce n'est pas une activité. On dit même que ce sont des revenus innommés. Qu'un innommé n'est pas une activité. On pourrait d'ailleurs penser qu'il vaut mieux être en revenu innommé qu'en activité occulte, parce que ce n'est pas la même nature de pénalité. Enfin voilà. Voilà quelques observations que cette mesure... Alors l'administration va pouvoir vérifier sur le site Internet si elle a bien informé ses clients, et si elle n'a pas fait, il y a une pénalité pour le site. Puis les clients, ce n'est pas la même chose que... Alors, le secret professionnel, c'est les obligations d'échange automatique européennes. C'est utile de noter que désormais, l'Europe est devenue un territoire dont on s'échange des informations aussi facilement que... Enfin. Alors, en ce qui concerne la fiscalité locale, une première observation qui peut vous concerner, je vais aller beaucoup plus vite, c'est celle de la révision des valeurs locatives des immeubles professionnels, report de la date d'application une nouvelle fois, et ce sera applicable à compter de 2018 sur les prises en compte de l'année 2017. Vous voyez bien pourquoi. Parce qu'il y a des transferts importants de charges d'impôts. Quand on est dans un impôt de répartition, comme les impôts locaux, s'il y a des gagnants, il faut des perdants, pour un montant identique. Et si les gagnants ne disent rien, les perdants protestent. Et donc, il y a quelques mesures d'accompagnement, et notamment le lissage de la mise en place de ce dispositif sur une durée plus longue, qui sera de 10 ans au lieu de 5 ans prévus. L'exonération de taxes foncières, toutes ces exonérations, ce sont des exonérations sous réserve que les collectivités territoriales le décident. Déjà, une première observation. Donc, vous avez l'incitation à pouvoir créer des locaux d'habitation par transformation de bureaux en logements, une exonération pendant 5 ans, la taxe pour les personnes invalides de condition modeste, je l'ai traité en augmentation, l'abattement de 10 à 20% pour les personnes âgées ou invalides pour les collectivités locales qui peuvent porter cette exonération à 20% de la valeur locative moyenne, et l'abattement de 30% sur la valeur locative des logements immeubles collectifs liés à la transformation de locaux industriels ou commerciaux, tout ça sous réserve et de décision de la collectivité territoriale. Un mot sur, évidemment, les immeubles de recherche affectés directement à la recherche, possibilité pour les collectivités territoriales de créer un abattement de 50% et qui s'appliquera pour la première fois en 2016. Le report, je l'ai déjà dit tout à l'heure. La réforme des locaux commerciaux de la région parisienne, je pense que les Marseillais s'en désintéressent. Ils ont tort, ça pourrait leur arriver.
Mais enfin, pour l'instant, c'est une petite réforme. La taxe sur les surfaces commerciales, ça intéresse tout le monde. Simplement, c'est le fait qu'un changement, cessation d'activité ou création d'activité, on fera du prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire, et l'exonération de taxes sur les véhicules des sociétés lorsque ceux-ci seront accessibles aux véhicules, aux fauteuils roulants. Voilà les quelques informations que l'on pouvait donner. Et sur le recouvrement, c'est intéressant de rappeler que le recouvrement, l'élargissement de l'obligation de paiement par prélèvement, c'était 30 000 euros, c'est ramené à 10 000, et ça va passer à 3 000 et à 300. Et d'autre part, il est possible de se faire prélever ses impôts sur des comptes que l'on aurait à l'étranger. C'est une bonne façon de rappeler qu'on a le droit d'avoir des comptes à l'étranger, que ce n'est pas interdit, il suffit juste de le dire, et c'est fini. Voilà ce que je vous dis, et je vous remercie de votre attention. Je crois qu'il mérite amplement ses applaudissements. Mais écoutez, cher Jean-Pierre, je te remercie pour cette prestation et cette présentation limpide.